Voilà. Hop, un onglet FNT. Pareil. Voilà. Donc, je vous remets dans le contexte. Hein. On avait étudié donc l'anal, je crois, de l'année 2019. Et on nous demandait de calculer les flux nets de trésorerie. Voilà, hop, je vais remettre ça. Suite à un investissement de 50 000 euros. On avait revu la problématique. Le premier avertissement sur ce type d'exercice qu'il faut avoir, c'est-à-dire qu'il faut absolument veiller à ce que le montant de l'investissement soit en hors taxe pour pouvoir calculer la dotation aux amortissements. Si le montant était par hasard en TTC, ce qui serait évidemment un piège, on utiliserait les formules que l'on a remises un petit peu plus bas pour pouvoir recalculer un montant hors taxe. On ferait le TTC divisé par 1 plus le taux. Si on a un taux à 20%, qui est le taux le plus courant, on aurait TTC divisé par 1,2 pour retrouver le montant hors taxe. Ensuite, ce que nous avions rappelé, ce qu'était la capitalisation et ce qu'était l'actualisation, d'accord ? Puisque dans le sujet, on nous avait donné deux formules. Une première formule ici qui, elle, concernait l'actualisation, et la deuxième formule concernait la première formule, pardon, qui concernait la capitalisation, et la deuxième formule, elle concernait l'actualisation. C'est la formule qui devrait nous être utile dans ce type d'exercice. Hop, ça c'est bien la formule de la capitalisation qui permet donc de connaître capitalisation, qui permet de connaître une somme future. Alors que de l'autre côté, nous avons la formule de l'actualisation qui permet de connaître la somme actuelle par rapport à une somme future donnée. Par conséquent, c'était la deuxième formule qui sert quand on fait les flux de trésorerie et qu'on actualise les flux de trésorerie. Ensuite, nous avions travaillé. Voilà. Nous avions travaillé sur le tableau des flux, d'accord, pour déterminer qu'en année 2020, il n'y avait pas de flux, 2021, 8 000 euros, etc., etc. Alors, chacun avait travaillé un petit peu sur une année. On avait remis les principales formules qui étaient nécessaires pour remplir notre tableau et déterminer chaque année quel est le flux qui devrait intervenir. Par ailleurs, nous étions arrivés donc à la partie de l'actualisation des flux. On a un total de flux qui est de 68 000 euros pour un investissement de 50 000 euros. Nous, ici, il faut qu'on actualise les flux parce que ce sont des flux futurs. Donc, ce que je vais vous demander, et nous étions arrivés à ce niveau-là, c'est de m'actualiser les flux. Alors, comme on a fait un petit peu hier, on va demander peut-être, pas pour le premier, parce que le premier ne va pas nous donner grand-chose, hein, mais peut-être à Virginie nous actualiser le deuxième flux. Je vais vous remettre quand même la formule. Hein. Ensuite, qui on a Estelle pour nous actualiser le flux de l'année 2022. Ensuite, j'ai cru voir Salah pour l'année 2023. Et on va demander à qui j'ai Déborah. J'ai bien eu votre mail, hein, Déborah, pas de souci. Ok. Déborah pour voilà, l'année 2024. Alors, je vous rappelle, hein, malgré tout, que l'on doit prendre la valeur future pour connaître la valeur à l'origine, qu'on appelle CO, valeur à l'origine. On doit prendre la valeur future, qu'on appelle CN, que
que l'on multiplie par 1 plus le taux, exposant moins n, n étant le nombre d'années. Ça, c'est notre formule de l'actualisation. Là, attention, quelqu'un déplace le tableau. Merci. Évidemment, le premier flux il est égal à 0. Hein. Je mets bien les stèles, on est bien. Hein. Alors, Déborah, je veux que vous me redonniez le calcul que vous avez fait, s'il vous plaît. Ouais, je pense que ça va pas. Parce que, en fait, j'ai mis le taux à 5%, mais c'est bien comme ça qu'on doit le calculer. J'ai fait, donc, Bien sûr. les 25 120 avec 1 plus 0,05 exposant moins 4. En 5. Ah, mais je passais une année avant, en fait. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça sera Exactement. en 5. D'accord? 5. Ok. 25 120 fois 1 plus 0,05 exposant moins 5 pour la dernière année, puisque ce sont des flux sur 5 années. Ça fait 19 682, je vais corriger. Allez-y, c'est parfait, c'est ça. Je vais corriger votre deuxième chiffre en attendant. Hop, donc finalement, on arrive à 56 400.
Alors, Estelle, vous me dites, mais l'investissement, on ne s'en sert pas. Pas pour l'instant. Là, pour l'instant, ce que l'on a fait, c'est qu'on a actualisé. Je vais détacher ça pour voir vos messages en même temps. Hop, voilà. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a actualisé les flux de façon à pouvoir maintenant calculer ce qu'on appelle la vanne. La valeur actuelle nette. Donc, pour l'instant, on ne se sert pas de l'investissement. L'investissement, il va nous servir par la suite. Donc, on est d'accord que la trésorerie nous a ramené au total 68 000 euros et que les flux actualisés correspondent à 56 000 euros d'aujourd'hui. Donc, 68 000 euros de demain, avec un placement à 5%, correspondent à 56 420 euros. Imaginez que moi, je n'ai investi que 50 000 euros. Donc, clairement, ici, la prochaine étape, ça va être le calcul, effectivement, de la vanne. Hop, alors je vais vous mettre le petit rappel, calcul de la vanne. Je vous rappelle juste la formule qui nous permet de calculer la vanne. On va prendre la somme des flux actualisés, c'est-à-dire la somme que l'on a calculée juste précédemment, 56 420, puisque ici on a le cumul, hein, donc ça veut dire qu'on a additionné toutes ces sommes ici, 56 420, moins le montant qui a été investi, c'est-à-dire 50 000, et on va retrouver une vanne, d'accord, une valeur actuelle nette. Hop, voilà. Tac, ça c'était une petite explication. Je regarde au niveau des questions exactes comment elles étaient posées. En complétant, voilà. Calculer la valeur actuelle nette. Donc ici, on va répondre à la question qui est ici. Donc voilà, calculer. Alors, vous occupez pas du petit b, hein, valeur actuelle nette, c'est parce que j'ai repris sur le cours. La valeur actuelle nette, c'est la somme des FNT, des flux nets de trésorerie actualisés, moins le capital qui a été investi. Donc finalement, ici, notre vanne, elle est égale à, je vais reprendre le montant que l'on avait calculé, donc 56 420, moins le montant d'investissement, toujours hors taxe, hein, bien sûr, 50 000 euros. On a une vanne qui est positive ici. Notre vanne, elle est égale à 6 420 euros. La conclusion ici qu'on peut en tirer, c'est que quand la vanne est positive, ça veut dire que le projet est rentable. Quand la vanne est positive, ça correspond à un projet rentable. Évidemment, quand la vanne est négative, le projet n'est pas rentable. Excusez-moi. Oui. Et en fait, la rentabilité, pour influer sur la rentabilité, c'est le taux ou c'est la durée, par exemple, sur laquelle on l'amortit? Sur quoi il faut jouer, du coup? Alors, répétez-moi votre question. En fait, le projet est rentable.
Mais parce que c'est à 5% ou qu'est-ce qui fait que le projet est rentable? Ou c'est le délai sur lequel on l'amortit? Alors, le projet, il est rentable parce que l'investissement, c'est le montant de l'investissement qui peut agir sur la rentabilité du projet. Ok. Si le montant de l'investissement, plus l'investissement est petit, plus a priori, dans notre cas, le projet est rentable, puisque tous les chiffres vont être à la baisse et qu'à un moment donné, la vanne va, elle, augmenter. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un projet est rentable? Oui, ça va être le montant de l'investissement et ça va être le montant surtout des flux qui sont générés. Plus les flux de trésorerie, plus les recettes supplémentaires à la base sont importantes, plus obligatoirement on aura des flux actualisés aussi importants et évidemment plus la vanne sera aussi elle importante. Donc ici, nous, on a une vanne positive. Donc on peut conclure, puisque c'est ce qu'on nous demandait, hein, calculer la valeur actuelle nette et conclure quant à l'opportunité de réaliser cet investissement. Donc cet investissement doit être fait, d'accord? Il doit être fait parce que la vanne est positive, ce qui veut dire que l'investissement sera rentable. Donc voilà comment vous allez pouvoir conclure. Vous allez simplement dire, comme la vanne est positive, cela veut dire que l'investissement est rentable, donc il y a une bonne opportunité, il faut réaliser cet investissement. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Pas de questions? C'est merveilleux. Alors, la dernière question, je crois. Présenter en gestion 2 modes de financement adaptés au projet. Alors, évidemment, ces 50 000 euros, on ne les a peut-être pas forcément. Quels sont ok, d'accord. Quels sont les modes de financement que vous connaissez? Alors, Louise nous parle de l'emprunt. Très bien. Les modes de financement, vous connaissez aussi. Quand une entreprise, l'apport en capital par les actionnaires, très bien, donc l'autofinancement. Donc, l'autofinancement par une augmentation du capital. OK. Levée de fonds, ça sera la même chose, hein, Louise, c'est la même chose, ça correspond à ça, une levée de fonds. Ou aller chercher de nouveaux actionnaires, mais ça va toujours passer par une augmentation de capital, soit par les actionnaires présents, qui vont devoir mettre la main à la poche, ou par d'autres actionnaires qui vont prendre des parts dans la société et qui vont apporter des fonds. Il y a des avantages et des inconvénients. Si vous avez des nouveaux actionnaires, ça veut dire que vous, la part que vous détenez dans la société va être réduite. On va imaginer la chose suivante. Regardez. Imaginons que Louise possède 40% des parts d'une société. Pour cela, elle a déposé un capital de 4 000 euros à la constitution de la société. 4 000 euros au niveau du capital. On va imaginer que Virginie, qui est la deuxième associée de cette société, a, elle, maintenant, 60% des parts. Elle a apporté 6 000 euros de capital. Voilà comment la répartition des parts s'est faite. Ça, c'est à l'origine. Donc, le capital total de la société, il est de 10 000 euros. Alors, ça, c'est le capital total, avec la répartition suivante. Imaginons qu'elles aient
les deux associés aient besoin d'investir 50 000 euros. D'accord ? Malheureusement, elles ne possèdent qu'à titre personnel que 10 000 euros chacune. Donc, elles vont pouvoir apporter plus 10 000 chacune. Et elles vont faire appel à un nouvel actionnaire qui sera Cécile, et qui va, elle, apporter le complément pour ce besoin de financement. D'accord ? Je vous rappelle qu'on avait besoin de 50 000 euros. Là, on a réussi à réunir avec les deux actionnaires présents que 20 000 euros. Donc, Cécile va apporter, elle, pardon, Cécile, le nouvel actionnaire, va apporter 30 000 euros. Donc, le nouveau capital de la société, il sera de 10 000 existants, 20 000, 30 000, 60 000 euros. Le nouveau capital, il est maintenant de 60 000 euros. Mais la répartition doit être recalculée aussi par rapport à ces 60 000 euros. Louise, qui au départ avait 40% de départ, va se retrouver, puisqu'elle a apporté, elle, au total, 14 000 sur les 60 000, elle va se retrouver maintenant avec 23%. Virginie, qui avait au départ 60% du capital, qui était majoritaire dans l'entreprise, va elle se retrouver avec maintenant 26% des parts. 10,66, on va dire 27% des parts, pour que ça soit. Et Cécile, qui est tout nouveau arrivant, va maintenant détenir 50% des parts de la société. Donc, ce qui veut dire que l'arrivée d'un nouvel associé par une levée de fonds, qui permettrait donc d'obtenir le financement total, fait perdre le contrôle de leur société, fait perdre le contrôle de la société, par exemple à Virginie, qui n'est plus majoritaire. Et ici, bon, on arrive toujours entre les anciens associés et les nouveaux associés à quand même un partage, on est à peu près égalitaire, mais ça reste dangereux parce qu'on perd le contrôle de sa société. Vous avez compris le principe ? Oui, effectivement, le crowdfunding, dernière phrase, non ? Je ne vois pas ce que vous voulez dire pour l'instant. Effectivement, le financement participatif tel que le crowdfunding, c'est de la levée de fonds. Alors, pour pallier à cette problématique, vous voyez, pour pallier à cette problématique, qu'est-ce que font les associés pour éviter de perdre le contrôle de leur société? Pour éviter ça, qu'est-ce qu'il est possible? Il est possible de dire à Cécile, oui, tu vas prendre des parts, mais tu t'engages dans 5 ans, une fois que notre financement, une fois que notre projet sera arrivé à terme et que l'amortissement du bien sera terminé, tu t'engages à nous revendre tes parts et peut-être à 35 000 euros, valoriser un montant supérieur. Ça, c'est toujours possible. Ça permet aux différents associés qui étaient là à l'origine de retrouver le contrôle de leur société une fois que le financement est intervenu. Ou bien même, avant les 5 ans, de dire à Cécile, nous acceptons tes fonds, mais d'ici 3 ans, tu t'engages, par contrat évidemment, c'est un pacte d'associés, tu t'engages à nous revendre tes parts pour 35 000 euros. Toi, tu auras gagné 5 000 euros en 3 ans et tout va bien. Et nous, on aura eu notre financement. Ça, c'est une possibilité. Là, peut aussi vendre une partie de ses biens pour s'autofinancer. Alors, oui, c'est encore une solution, à condition qu'elle ait des biens qui ne soient pas utiles
pour financer. Solution un peu plus compliquée. Autre solution, toujours quand on parle de levée de fonds et d'arrivée d'un nouvel associé, il existe des possibilités de dire à Cécile, tu nous donnes que 5 000 euros, par exemple, et les 25 000 autres euros, tu les apportes, ce qu'on appelle une sorte de prêt entre associés. Et ça, c'est tout à fait possible. Un associé peut prêter de l'argent sans pour cela obtenir des parts supplémentaires. Simplement, il fait un prêt. Alors, bien sûr, il y a un contrat qui est passé entre la société et l'associé. Il fait un prêt et ce prêt peut même être rémunéré par des intérêts. Mais à condition d'être associé, même un tout petit associé. Donc, c'est pour ça que dans certaines structures qui sont spécialisées dans le financement des entreprises passent par ce système où ils prennent une toute petite part pour ne pas faire perdre aux associés déjà présents, pour ne pas faire perdre leur valeur, leur majorité aux associés présents. Ils prennent 3%, 5% des parts et ils financent le besoin de l'entreprise par ce qu'on appelle un apport en compte courant, qui est une sorte de prêt à l'entreprise. Parce que je vous rappelle que l'activité de prêt purement et simplement, c'est réservé aux banques. D'accord ? On ne peut pas, a priori, faire un prêt en espérant en retirer des intérêts si on n'est pas une banque. Donc, OK, on avait dit l'emprunt, l'autofinancement par une augmentation de capital, le crowdfunding, donc les fonds participatifs. Virginie nous disait, voilà, on pourrait éventuellement vendre des biens à l'entreprise pour s'autofinancer. C'est une solution, mais elle est sous condition, bien sûr, qu'il y ait des biens dont l'entreprise n'ait pas besoin. D'autres solutions? Une dernière, peut-être? Personne? Exactement, ça là, voilà, j'attendais ça. Le crédit bail. C'est-à-dire que le bien est financé par une banque, mais qui reste propriétaire du bien. Quand vous faites un emprunt, qu'est-ce qui se passe? La banque va vous donner une certaine somme d'argent, les 50 000 euros. La banque vous donne les 50 000 euros. Avec les 50 000 euros, vous achetez la machine. 50 000 euros qui servent à acheter le bien. Donc, l'entreprise est propriétaire du bien et elle a une dette vis-à-vis de sa banque. Voilà le principe, d'accord? Il manque des mots. Alors, qui a acheté l'entreprise? Donc, c'est l'entreprise. C'est l'entreprise qui a acheté le bien. Donc, l'entreprise est propriétaire du bien et elle a une dette vis-à-vis de sa banque. Ça, c'est une solution. Deuxième possibilité, le crédit bail. La banque achète le bien. Donc, elle en est propriétaire. Ensuite, la banque loue le bien à l'entreprise.
bien sûr, tout ça par un contrat. La banque, et le contrat est basé en général sur 5 ans, par exemple, hein, sur la durée d'amortissement. Et le contrat de location va permettre à la banque de récupérer ces 50 000 euros, plus évidemment des sommes pour la rémunérer. Donc en général, on va dire que le coût de la location sur les 5 ans, ça va coûter au total, je ne sais pas moi, 60 000 euros. D'accord. Et le coût de l'emprunt serait coûté avec les intérêts 58 000 euros. Donc l'emprunt est peut-être plus intéressant que la location. Pourquoi les banques préfèrent le système de crédit bail? À votre avis? Oui, en plus, effectivement, Myriam, vous avez tout à fait raison. À la fin de la durée de location, l'entreprise a une option d'achat pour un prix très modeste. Hein. En général, c'est 1% du prix du bien pour racheter le bien et qu'elle devienne propriétaire. Alors, sécurité. Parce que la banque, elle reste propriétaire, donc en fait, elle perd rien. Elle garde le bien. Alors, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est surtout qu'une banque, quand elle prête de l'argent à une entreprise, si l'entreprise devait fermer avant la durée de fin de remboursement, d'accord? Imaginons que l'entreprise contracte un prêt auprès de la banque sur une durée de 5 ans, par exemple, pour acheter le bien, et qu'au bout de 2 ans, malheureusement, l'entreprise ferme parce qu'elle n'a pas réussi à faire du bénéfice, pour X raisons. Et ben, le prêt, la banque, elle s'assied dessus. Elle ne sera pas remboursée. Alors, elle peut prendre d'autres garanties, mais à la base, l'entreprise ferme, c'est tout. La banque n'est pas remboursée, c'est tout. Basta, on arrête là. Alors que par le crédit bail, la banque étant le propriétaire du bien, ben, si l'entreprise devait fermer, la banque récupère le bien et au moins, elle peut le revendre ailleurs pour dire de compléter le manque à gagner. Donc, il y a une certaine sécurité, il y a une certaine sûreté pour la banque de plutôt préférer de la location en crédit bail. Et puis demain, si l'entreprise ne paye plus, eh ben, la banque reprend le bien puisqu'elle en est propriétaire. Alors que s'il y a un emprunt et que l'entreprise ne paye plus, la banque n'est propriétaire de rien. Elle peut tout simplement agir auprès de l'entreprise, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il est vrai que, et pour les entreprises et pour les banques, le système de location en crédit bail il est plutôt pas mal. Il rassure la banque parce qu'elle est toujours propriétaire du bien, donc en cas de problème, elle reprend le bien. L'entreprise a moins de garanties à donner à la banque, mais l'entreprise dispose du bien, donc il n'y a pas de souci. Et en plus, à la fin, en général, l'entreprise va pouvoir racheter le bien à la fin de la durée de location qui est prévue en général sur 5 ans, hein, à peu près la durée d'amortissement du bien. À la fin, l'entreprise va pouvoir racheter le bien. Alors, ça, c'est l'avantage. Donc, plus de sûreté pour la banque. L'entreprise bénéficie du bien. Elle peut le racheter pour un prix modeste. Les inconvénients, évidemment, c'est que le coût du crédit bail est plus important au global. Si on regarde le coût total des locations sur les 5 ans, je vous dis, on sera peut-être à 60 000, alors que l'emprunt avec les intérêts aurait été plutôt de 58 000. Alors, Myriam, vous me dites qu'il y a des assurances. En général, pour les entreprises, il n'y a pas d'assurance. Pas en général, mais il n'y a pas d'assurance, d'accord, pour garantir les prêts. Non, je voulais dire pour les banques, en gros, ce qu'elles gagnaient en soi à mettre à disposition les produits. Enfin, Oui, il y a une certaine assurance dans le sens où, je vous dis, elle peut récupérer le bien tant qu'elle veut, quand elle veut. S'il y a un défaut de paiement, elle peut récupérer le bien. Alors, il y a un petit risque pour la banque, c'est que le bien soit détruit, ou le bien soit dans un mauvais état, par exemple. Bon, malgré tout, voilà, on a vu 3 modes ici de financement possibles, l'emprunt, l'autofinancement, le crédit bail, ce sont des choses qu'il faut retenir
ou encore les financements participatifs, tels que le crowdfunding, comme l'a proposé je ne sais plus qui. Ah. C'était Louise, c'était une très bonne réponse. Donc voilà toutes les possibilités de financement qui peuvent s'offrir à une entreprise et qu'il faut connaître. Il faut absolument le connaître parce que c'est assez classique de vous en parler. De toute façon, vous voyez qu'en 2019, c'était demandé. Y a-t-il des questions par rapport à ce chapitre? Non, pas de questions. Pour vous, c'est relativement clair? Oui, je crois. Ok, c'est super. Alors, on va refaire juste, je vous en ai préparé deux, je vous mettrai les corrigés aussi dans votre Net Campus, d'accord? On va juste refaire un exemple. Hop. Tac, 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 tac. Voilà, on va lire les choses ensemble. Un magasin de surgelés investit dans un nouveau meuble réfrigéré pour développer ses activités glace en élargissant sa gamme et son assortiment. Les recettes nettes supplémentaires, donc ici on parle de cash flow, c'est un autre terme. Cash flow, c'est un autre terme pour dire flux de trésorerie net, flux net de trésorerie. Je vais le noter. Alors, c'est le terme anglo-saxon pour dire flux net de trésorerie. Alors, cash flow est égal à flux. Cash flow est égal à FNT, flux net de trésorerie. Donc, finalement, ici, on retrouve les sommes telles qu'on les a en bas du tableau de calcul des FNT. D'accord ? Les recettes nettes supplémentaires ont été estimées à partir des chiffres d'affaires du réseau, blablabla. Blablabla. Le taux de rentabilité des capitaux investis minimum est de 8,25. D'accord ? Le montant de l'achat et du meuble, j'ai oublié un petit morceau. Voilà, le montant, il est de 350 000 euros. L'investissement. L'investissement, c'était la suite. Il est égal à 350 000 euros. Le taux de rentabilité des capitaux investis, il est de 8,25. Donc, ça veut dire que notre actualisation va être basée sur 8,25. Ici, c'est-à-dire qu'on nous dit, voilà, il nous faut au moins 8,25 de rentabilité. On va y aller. Donc, nous, on va retravailler comme on avait fait pour l'actualisation des flux. Donc, ce que je vais vous demander, je vais reprendre ce tableau ici. Je vais le faire comme ça. Hop, je vais vous le préparer. Donc, ça, ce sont les FNT. FNT actualisé. Et puis, on avait travaillé tout à l'heure.
calculera notre vanne par la suite. Allez. Et donc, on a un taux d'actualisation à 8,25. Alors, j'ai pas d'autres volontaires. Alors, si, il y a Laurine qui n'avait pas fait tout à l'heure. Donc, Laurine va nous faire ça. Laurine, j'ai pas d'autres volontaires là. Je serais bien là que vous vous connectiez, qu'on ne travaille pas toujours avec les mêmes. Myriam, par exemple, il n'y a pas moyen que vous vous connectiez sur le... Comment, monsieur? Est-ce que vous pouvez vous connecter sur le tableau, là, sur le jam? Oui. J'aurais bien aimé voilà, que vous fassiez ça. Voilà. Et peut-être... Louise, il y a moyen que vous, comme vous participez beaucoup, là, j'aimerais bien voir un petit peu dans les calculs ce que ça donne. J'arrive pas à aller sur le drive, mais hop, si je vous remets l'adresse, peut-être Louise. Moi, je veux bien essayer. Allez-y, Estelle. Hop, c'est bien. Déborah aussi, vous allez retravailler comme tout à l'heure. Pas de souci, je suis là. Premier coup. Hop, voilà. Puis si quelqu'un veut prendre le dernier, je vous laisse travailler. Très bien, Laurine. Monsieur, Oui. si vous voulez, je peux faire la dernière année du coup. Je crois que ça là, c'est qui est-ce qui Laurine. Je savais pas si quelqu'un s'en occupait en fait. Je crois que ça là est en train de le faire, il me semble. Ok, pas de souci. Mais monsieur, c'est sur combien d'années, là? Qui me pose la question, Myriam? Oui, ça va. Donc, Myriam, ça, 94 000, vous l'aurez au bout de la deuxième année. Donc, vous devez actualiser votre N, il doit être égal à -2.
Merci. Donc, en fait, la CO, hein, donc la valeur que je recherche, elle est égale à la valeur acquise multipliée par 1 plus le taux exposant moins n. Et le moins n, sur le premier calcul, il est égal à... Désolée de vous couper, j'arrive pas à écrire, mais j'ai trouvé 80 218,03. Enfin, 04. C'est parfait, je l'écris à votre place, c'est ça. Hop, on va arrondir, on va pas mettre les virgules. Donc, regardez, Estelle, votre cumul. Hein. Vous devez cumuler avec ce qui a été trouvé précédemment. Donc, en fait, au bout des 3 années, quel est le total des FNT 84 plus 80 plus 67? Très bien, Déborah. Ben voilà, on commence à avoir compris. Estelle, c'est bon aussi pour le FNT de l'année. Et celle-là, vous faites le dernier? Parce que comme je vois que vous êtes positionné, je vois un petit R. Ok, c'est parfait. Je pense que vous avez recalculé les autres. Bonsoir. Je voulais savoir si les formules elles nous sont données à l'examen ou pas? C'est Cécile? Oui, bonsoir. Bonsoir, il fallait être là hier. Et oui, mais j'étais malade, donc Vous êtes c'était pardonné. un peu Alors, compliqué. vous voyez, là, je vais laisser travailler, puisque là, c'est bon, hein, ce que vous êtes en train de faire, il n'y a plus que Estelle. Cécile, je reviens sur sur les premières pages, et notamment plutôt sur même celle-ci. Dans l'exercice, les formules, elles étaient données dans l'annale. On a étudié l'annale 2019. Hein. D'accord. Les formules, elles étaient données. Mais c'était un peu piégeux parce qu'il y avait 2 formules, et il n'y en avait qu'une qui était bonne. Notamment la formule de l'actualisation. Mais ici, 2 formules étaient données, la capitalisation, sans vous dire ce que c'était. Hein. Vous voyez que le rouge ici que j'ai rajouté, c'est moi qui l'ai rajouté. C'était juste, voilà, ça qui était donné. D'accord, très bien. En annexe. Donc, c'est donné, mais des fois, voilà, ici, par exemple, on avait mis les deux pour essayer de voir si vous avez fait la différence entre la capitalisation et l'actualisation. Voilà, pour répondre à votre question. Merci beaucoup. 233, c'est super. Alors, parfait à tous les intervenants ici. Et je vais demander à Laurine de me dire ce qu'elle pense de ce projet, à vue de nez comme ça. Et de me dire à peu près comment on serait au niveau de la vanne, qui va me permettre de dire si le projet est rentable ou pas. Hein. Est-ce que le projet est rentable, Laurine? Je sais pas si... Du coup, la vanne, c'est bien. On enlève ce qu'on avait investi, en fait, c'est ça? Exactement. Donc, on va prendre le total des flux actualisés, hein, c'est-à-dire Ouais. 243 ici. C'était 350 000, je crois. Voilà, moins. Ouais, on n'est pas rentable. 1350 000. On obtient 6150 peut-être. Ouais. Enfin, moins 6150 peut-être. Du coup, on n'est pas rentable parce que la vanne, elle est négative. Voilà, exactement. C'est super.
Donc, ici, on a une vanne qui est négative, donc le projet n'est pas rentable. Bah oui, c'est fait exprès, Estelle. On est là pour ça, on s'entraîne. Et si on rajoutait une année, il serait toujours pas rentable? Non, il ne serait toujours pas rentable. On a un taux d'actualisation qui est trop important ici. Ok, d'accord. Si on avait un taux d'actualisation plus bas, si on attendait moins de rendement, j'ai moi, la possibilité de le faire assez rapidement. Hop. Par exemple, si on avait un taux d'actualisation à 100%, on serait rentable. Même pas à 5%, si on avait un taux d'actualisation à 7%, par exemple. À 7%. Voilà, à 7%, on est rentable. C'est le taux d'actualisation. On attend trop du rendement. On voudrait un rendement de 8,25, mais ce n'est pas possible. Oui, c'est ça, par rapport à ce qu'ils avaient étudié sur le marché, enfin, dans le réseau, en fait, ça ne marche pas. Ok. Ça ne marche pas. Voilà, parce que là, je suis à combien? Je suis à 7% et j'ai une vanne à 5 000. Donc, à 7%, ça marcherait. Si on attendait moins de rendement des capitaux investis, ça fonctionnerait. Avez-vous des questions? Alors, je vais vous mettre un troisième exemple. Alors, on ne va pas le faire, mais vous aurez l'exemple. Entraînez-vous, vous regardez le corriger après, comme ça vous permet de refaire un dernier exemple là-dessus. Et puis, normalement, a priori, on aura fait le tour pour cette partie-là. Je veux pas vous donner d'indices, mais sachez que les années vont deux par deux. Je vous donnerai la prochaine fois, vous me rappellerez la prochaine fois de vous donner tous les sujets qui sont tombés depuis 10 ans. Et à chaque fois, les sujets qui sont tombés une année sont redonnés l'année d'après. Après, hop, ce sont d'autres sujets, et ces autres sujets sont redonnés l'année d'après. J'ai remarqué, moi, et on le regardera ensemble, hein, que c'est toujours, ça va par deux. Et je me dis, les FNT sont tombés en 2019, en 2020, il n'y a pas eu de sujet. Est-ce que ça ne tomberait pas en 2021 de nouveau? Voilà, c'est mon idée. C'est mon idée. Je vous montrerai tous les sujets depuis je peux avoir une vingtaine d'années de sujets, et j'ai remarqué que ça va toujours deux par deux. Les mêmes thèmes sont abordés l'année d'après, ou principalement abordés l'année d'après. Vous voulez dire 2 années de suite, ils abordent les mêmes thèmes? Oui. 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 Ah, ok. Ouais. C'est assez courant que hop, on a 2 minutes, je vais regarder ça, mais c'est ce que j'avais bien remarqué une fois en regardant un peu le sujet, ce qui ne veut rien dire, hein. Moi je ne me baserai pas là-dessus, hein. Mais bon, je me dis... D'accord. On ne sait toujours pas, du coup, vous en savez un peu plus suite à la réforme, si ça garde la même tête ou pas? Non, on ne sait pas ça, c'est surprise. Ouais, c'est surprise. D'accord. C'est surprise, on n'a aucune indication là-dessus, voilà, un thème. Mais du coup, là, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a un avocat qui s'est pris en charge de l'affaire et qui a déposé un référé au Conseil d'État. Alors, Donc, quelle affaire? De la demande des étudiants du BTS en contrôle continu. Ah d'accord, ok. Et du coup, on attend parce que ça devrait se savoir dans les prochains jours. D'accord. Bon, à voir, parce que vous seriez majoritairement pour le contrôle continu? Bah, franchement, moi, oui. D'accord. D'une façon générale, c'est vrai que je trouve que l'année dernière, ils ont été un peu pris de court, mais finalement, les élèves de l'année dernière ont eu une année Covid. Nous, avec le recul, on en a 2. Oui, bien sûr. Nous, ça fait une promo, enfin un cycle intégral sous Covid, avec beaucoup de cours à distance. Enfin, ce serait pas illogique, je trouve, de prendre en considération ce qui a été fait avec. Mais bon, c'est pas en même temps. Après, moi personnellement, je trouve qu'ils ont été très, très, très gentils l'année dernière. Très gentils.
Oui, mais ce qui n'est pas forcément dans l'intérêt des élèves qui en sont sortis, puisqu'on comprend que ceux qui n'ont pas pu faire de stage, etc., n'ont pas forcément un diplôme valorisé sur le marché. Voilà, mais si on raisonne d'un pur point de vue pédagogique, etc., venir évaluer sur un examen terminal des gens qui ont finalement quasiment pas eu cours présentiel pendant 2 ans, c'est... Vous êtes tous à la même enseigne. Enfin, je ne sais pas, moi c'est mon idée. Hein. Elle n'est pas forcément, c'est pas forcément la bonne. Et je comprends aussi votre position. Je comprends le fait qu'effectivement, vous avez eu un cycle d'études de 2 ans qui n'était pas normal. Ça, c'est clair. Et on n'est pas tous à la même enseigne, puisqu'en public, ils ont des examens en contrôle continu. Oui, mais ils passent quand même l'examen aussi. Oui, mais ils ont un certain nombre de notes en contrôle continu, en fait. D'accord, ça vient compléter leur examen. Ah d'accord, ça, je ne savais pas. Après, voilà, on est tous censés préparer l'examen terminal. Mais surtout, il ne faut pas oublier que nous, on paye. Donc, en soi, si on n'a pas notre examen, c'est soit nos économies, soit on est endetté. Donc, ça aussi, c'est un double stress. Alors, alors que vous payez... Moi, alors je comprends. Hein. Voilà, vous payez, c'est quand même beaucoup. Moi, je trouve que c'est énorme. Et souvent à mes étudiants, j'aime à leur rappeler quand des fois, voilà, ils sont pas au top du boulot, j'aime à leur rappeler que il y a quand même des enjeux financiers qui sont importants. Alors si ce sont pas les leurs, ce sont ceux de leurs parents et qu'ils ont la chance d'avoir des parents pour certains qui payent leurs études. Et que moi j'avais du mal à concevoir que soit ils venaient pas en cours ou soit ils faisaient pas le boulot nécessaire. Donc ça, je comprends que l'argument financier, il est important. Mais gardez-le pour vous, parce si vous l'avancez, on va vous dire oui, mais vous ne payez pas pour un diplôme, vous payez pour des études, pas pour un diplôme. Et ça, oui, ça, je suis totalement d'accord. Mais après, il faut prendre en compte que la pédagogie, elle a été totalement chamboulée d'une part et d'autre, parce que on était là, on a changé plusieurs fois de professeur, plusieurs fois d'organisation, un coup en présentiel, un coup en distanciel. Il faut noter aussi qu'il y a eu beaucoup de bugs de connexion, de mise en place de la nouvelle méthode d'apprentissage. Et tout ça a fait qu'on a perdu du temps. Et même si, à l'heure actuelle, on a terminé le programme, le problème est qu'on a bâclé en soi certains, pas dans votre matière, hein, mais dans d'autres matières, on sent qu'on a bâclé, on a bâclé des chapitres. Et moi, à l'heure actuelle, dans certaines matières, vraiment, je ne me sens pas à l'aise d'aller à l'examen final. J'ai peur de ne pas avoir mon diplôme. Je suis en stress constamment. Et je me dis, parce que là, c'est la 3e année que je fais, je me dis, j'aurais pas perdu, parce qu'en soi, c'est du savoir, mais 15 000 € que j'ai travaillé. Non, mais la finalité, c'est quand même d'avoir votre diplôme. Du savoir, c'est très bien. C'est ça, mais justement, je trouve qu'on est plus légitime que les personnes de l'année dernière à passer en contrôle continu. J'ai peur qu'on vous oppose que l'année dernière, c'était une obligation, alors que cette année, alors si, encore une fois, hein, comme je l'avais dit, on n'en sait strictement rien. A priori, si on vous dit, voilà, il n'y a pas de contrainte à ce que vous passiez normalement, il n'y a pas de raison pour vous. Enfin, moi, j'imagine les arguments qu'on va pouvoir opposer. On va dire, il n'y a pas de contrainte. Aujourd'hui, vous pouvez passer. Pourquoi vous seriez en contrôle continu? L'année dernière, c'était l'exception. Parce qu'en fait, l'année dernière, ils ont proposé aux établissements en contrôle continu. Mais moi, je sais qu'il y a dans certains établissements, ceux qui n'avaient pas la moyenne, ils pouvaient le repasser en septembre. Et du coup, c'est ce qui s'est passé avec des écoles dont des élèves qui n'avaient pas la moyenne de toute l'année, qui ne pouvaient pas le valider en contrôle continu, mais qui l'ont passé quand même en septembre. Donc, pourquoi ils ne feraient pas une autre exception pour nous qui avons eu 1 an et demi de distanciel, de confinement, de tout ça? Donc, c'est ça que je ne comprends pas. Peut-être. Là, honnêtement, je ne sais pas. Moi, tout ce que je me dis, c'est que vous seriez d'autant plus légitime à avoir un diplôme passé, avoir un examen passé. Et que ceux qui veulent quitter, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Mais moi, je me dis, voilà, si demain vous sortez et que vous avez passé un examen et que vous l'avez eu, eh ben, franchement, sur le marché du travail, je pense que tout le monde en a conscience, vous valez peut-être beaucoup plus
que certains élèves qui l'ont eu l'année dernière et qui, pour certains, l'ont eu grâce à des bonnes appréciations de leurs enseignants. Ah, mais c'est sûr. Mais par exemple, à Paris, une matière qui est importante en base physiopathologique, en fait, quand on a commencé l'année, on n'avait pas de professeur. Il y a eu un problème. Elle est arrivée avec un mois de retard. En fait, on a pris 20 heures de retard et on a eu du mal à les rattraper. Et aujourd'hui, on ne les a pas toutes rattrapées. Et en fait, on n'a pas fini le programme. Et quand je vois ce qui nous reste, en fait, il y a des matières qu'on ne terminera pas. Et en vrai, aller sur le marché du travail sans connaître ces pathologies, ce n'est pas terrible. Mais les bâclés dans la semaine qui précède l'examen, c'est prendre le risque de faire copie blanche sur un sujet. Et c'est parce que, voilà, on n'a pas pu replacer les heures. Et en fait, le problème, c'est qu'on le voit qu'à la fin de l'année. On aurait pu se dire qu'on le faisait tout seul, par nous-mêmes et tout. Mais en fait, les aléas de présentiel, distanciel, changement de professeur, on fait qu'on s'en aperçoit maintenant, quoi. Ouais, non, mais je comprends que voilà, ce ne soient pas les meilleures conditions, ça c'est clair. C'est clair parce qu'effectivement, le distanciel, c'est bien, mais pas que bien. Ça ne remplace pas des cours en présentiel. Hein. Enfin, vous êtes carré, etc. dans votre matière, on arrive à suivre. Mais je suis désolée, nous, on a eu des cours avec des professeurs d'autres campus. On était là, elle nous donnait un sujet et pendant 2 heures, on faisait le sujet tout seul, quoi. C'était à base de recherche Wikipédia, etc. Donc, oui, certes, il y a des bons professeurs, mais il y a d'autres qui ont des pédagogies qui sont totalement qui conviennent pas à tous. Donc, après, moi, personnellement, j'ai été pénalisée par rapport à ça. Et aussi, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. Il y a aussi la famille, le milieu où on étudie. Donc, ouais, tout ça, moi, je sais que c'est toujours mieux d'avoir un diplôme qu'on a passé, qu'on a eu par notre travail, parce que le travail paye toujours. Mais là, je suis désolée, on n'a pas eu des bonnes conditions pour bien travailler correctement et bien s'entraîner sur notre BTS. Non, mais ça c'est clair. Ça, c'est sûr que ce n'est pas les meilleures conditions pour aborder l'examen. Après, je pense que tout le monde sera dans les mêmes choses et peut-être que les conditions d'examen seront peut-être plus faciles ou je ne sais pas. Enfin, après, je ne suis pas du tout au courant de ces choses-là. En tout cas, travaillez comme si vous alliez le passer. Jusqu'au moment où vous aurez une réponse ultime, travaillez comme si vous alliez le passer, pour ne pas vous pénaliser si jamais demain vous deviez le passer et que vous dites allez, j'ai pas révisé en tablant sur le contrôle continu. Hein. Non, puis à 3 semaines, en fait, c'est quasiment la même chose. Hein. À 3 semaines de la fin de l'année, c'est quasiment pareil. En fait, on est censé être quasiment prêt. Donc, mais c'est vrai que sur l'anglais, moi, ça ne m'a pas posé de problème parce que j'ai une autre vie. Mais sur l'anglais, ils n'ont pas été tendres avec les élèves. Donc, si c'est le ton qu'ils ont donné pour le reste, au contraire, ils se sont peut-être dit l'année dernière, ils l'ont donné trop facilement. Donc, cette année, ils vont être un peu plus durs. Hein. Ça va peut-être se passer comme ça. Ok, bon, écoutez, allez, on va y arriver. Je voulais juste te demander le mail de la personne qui vient de parler parce que nous, on n'a pas passé encore notre épreuve d'anglais et j'aimerais bien avoir des infos. C'est Déborah. Ok. Je l'écris tout de suite. Ah, super, merci beaucoup. Parce que tu l'as passé en 2 fois? On a passé l'écrit. Pour l'instant que l'écrit? Ouais, on a passé l'écrit. Mais... et le sujet. Ouais, moi je parle anglais couramment, mais j'ai trouvé que le sujet n'était pas hyper facile pour les gens qui ne parlaient pas anglais. C'était dur, quoi, pour la promo. C'était quoi le sujet Oui, on va vous laisser, monsieur. J'envoie mon mail. Je vais continuer. Ah oui, merci pour ton mail.